Bonjour et bienvenue à cette table ronde sur la nouvelle édition de Travail et travailleurs en Algérie de Pierre Bourdieu. Au nom des éditions Raison d'agir, du département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal et de la chaire de recherche du Canada en sociologie des conflits sociaux, je vous remercie de votre présence virtuelle à celles et à ceux qui nous regardent via Facebook ou qui sont sur la plateforme Zoom directement ici avec nous. Je tiens aussi à remercier Pablo Castel de l'équipe technopédagogique de l'UQAM de son soutien inestimable, tout comme à Camille Ranger pour l'organisation logistique magistrale qui rend cet événement possible. Le livre qui nous réunit aujourd'hui est un ouvrage assez particulier dans l'œuvre de Pierre Bourdieu, en ce qu'il l'initie aux enquêtes de terrain et est au fondement d'une façon de faire de la sociologie et de comprendre le monde social. Et pour parler des différents aspects de ce livre, il me fait plaisir de vous présenter nos différents panélistes. Tassadid Yassine, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, Georges Steinmetz, professeur à l'Université de Michigan, Maxime Kijou, chargé de recherche au CNRS, Johan Elbron, directeur de recherche émérite au CNRS, Loïc Vacan, professeur à l'Université de Californie à Berkeley, Mohamed Amin Brahimi, postdoctorant à l'Université de Columbia, Franck Poupeau, directeur de recherche au CNRS, et Gisèle Sapiro, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Je tiens à les remercier vivement d'avoir accepté de partager leur lecture avec nous. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amine Pérez, je suis professeur de sociologie à l'UQAM et j'ai eu l'immense honneur de diriger l'édition actualisée de ce livre qui nous réunit aujourd'hui. Avant de leur donner la parole à nos panélistes, je vais présenter brièvement cette nouvelle édition et les raisons qui ont motivé à sa publication. Travail et travailleurs en Algérie est le produit d'enquêtes collectives menées pendant plusieurs années dans l'Algérie coloniale, combinant une équipe de statisticiens de l'INSEE et une équipe ethnographique constituée de chercheurs algériens et français. Ce livre, apparu pour la première fois en 1963, et sa version d'origine se composait de deux parties. La première consacrée aux données statistiques et rédigée par Alain Darbel, Jean-Paul Rivet et Claude Sebel. La deuxième abordant l'étude sociologique est écrite par Pierre Bourdieu. La présente édition reproduit cette dernière dans sa version intégrale, accompagnée d'autres textes rédigés par Pierre Bourdieu, comme l'introduction générale, l'avant-propos et sa monographie sur les artisans en Algérie, écrite en 1961. Cette édition propose aussi, d'une part, des manuscrits de Pierre Bourdieu écrits à cette époque, mais restés inédits, et d'autre part, des textes qu'il a publiés ultérieurement, ainsi que des photos réalisées par le sociologue qui illustrent les analyses de son terrain d'enquête, comme il le souhaitait par ailleurs avant la publication d'origine. Cette édition propose également un dossier éditorial avec des articles de Pierre Bourdieu, de Pierre Vidal-Naquet et de Claude Sebel, qui revient sur les conditions de production et de réception de l'enquête, ainsi que sur les projets scientifiques ouverts par ce livre sur les transformations sociales et économiques en France. Enfin, en postface, Tassadid Yassine offre une relecture des récits, observations et analyses développées dans Travail et travailleurs en Algérie et de leur importance pour décrypter la place du langage dans les expériences de déchirement intimes engendrées par le chômage et la précarité en situation coloniale. Pourquoi republier ce livre 58 ans après sa première parution et introuvable depuis plusieurs décennies? Cette réédition, revue et actualisée, tient d'abord et avant tout au fait que cette enquête ethnographique et statistique pionnière offre un outil de compréhension sur l'Algérie coloniale. Les analyses de travail et travailleurs en Algérie dévoilent le désarroi et les inégalités profondes d'un peuple, meurtri certes par la guerre, mais aussi les effets de domination du colonialisme et du capitalisme qui désagrégeaient les structures de la société traditionnelle et précipitaient la dépossession sociale des masses algériennes. Cette réédition nous paraissait également importante. On sait que cette étude sur les transformations totales d'une société coloniale a offert comme perspective d'analyse sur les inerties et les possibles ruptures de l'ordre social. Le parti pris de Pierre Bourdieu d'élaborer, de produire un savoir avec des colonisés à l'image d'Abdelmalek Sayad ou Mouloud Feraoun, et de constituer une science sociale explicative du fonctionnement du monde social au moment où la condition humaine était assujettie à une altérité radicale, infériorisée, dépossédée et exploitée, et où l'État montrait ce qu'il était réellement capable de faire, a rendu visibles des formes de domination qui étaient alors impensables. Le sociologue n'hésita pas à les démanteler de retour chez l'Empire, depuis ses enquêtes sur la crise de la paysannerie à Bernès, jusqu'à l'étude du rapport au crédit selon les classes sociales, en passant évidemment
par ses analyses sur les inégalités devant l'école et la culture. Il s'est agi en quelque sorte pour Pierre Bourdieu de partir de cette expérience scientifique en temps de guerre coloniale pour dénaturaliser et défataliser, comme il disait, l'existence humaine, à partir de l'étude de celles et ceux qui en ont été privés de façon extrême, pour y trouver, je le cite, le principe d'une interrogation radicale sur la particularité d'une condition qui pose dans sa forme la plus universelle la question de l'universalité humaine. La réédition de cet ouvrage a aussi pour vocation de faire découvrir des analyses peu connues de Pierre Bourdieu sur les modes de domination liés au travail et à sa précarisation. Elles ont été capitales pour restituer les effets insidieux du chômage, de l'instabilité et de la précarité économique dans la vie sociale des masses algériennes. Elles n'ont pas été moins importantes pour anticiper les violences silencieuses et non moins efficaces de l'ère néolibérale. Ce n'est pas un hasard si Travail et travailleurs en Algérie fut 30 ans plus tard l'une des sources d'inspiration de la misère du monde, dont le sous-titre sur la couverture était « La France parle ». Les deux ouvrages sont éclairants pour analyser et comprendre les malaises sociaux que produit le capitalisme colonial et aujourd'hui le néolibéralisme. Ce sont là deux projets politiques qui reposent sur l'exploitation sociale et dont on ne voit qu'avec le temps ces effets cumulatifs en termes de violence sociale. En outre, l'étude ethnographique et historique développée dans Travail et travailleurs en Algérie ouvre des perspectives pertinentes pour saisir aujourd'hui les expériences du Sud global. L'analyse du double processus de transformation se situe par ce livre, le processus qui mène d'une économie précapitaliste à une économie de marché, et celui qui conduit d'une situation coloniale à une société post-coloniale, offre à la fois une valeur heuristique majeure pour décrypter les ressorts de la domination impériale et fournit des éléments de réflexion sur les formes d'organisation sociale constituées par les populations dominées pour affronter les impératifs d'un ordre économique et politique qui ne cesse de les tenir à la marge. Enfin, ce livre par lequel Pierre Bourdieu fait pour la première fois de la science sur des problèmes sociaux brûlants offre l'occasion de revisiter le rôle majeur de la sociologie en temps de crise. En conclusion de ce livre, Pierre Bourdieu exprimait les raisons d'être de ce travail. En tout cas, disait-il, et ce sont ces dernières lignes, les contradictions que le système colonial a laissées après lui, je le cite, et qui au jour de combat étaient légitimement voilées, ne pourront être surmontées qu'à condition d'être affrontées en toute lucidité et combattues en pleine lumière. Cette sociologie d'un nouveau type qui commence alors à prendre forme attire non seulement l'attention sur la nécessité de dévoiler les multiples modes de domination pour comprendre les conditions pouvant conduire les dominés à espérer d'autres avenirs, mais aussi pour nourrir une autre forme d'intervention politique capable de restituer par le savoir les fondements d'une révolution sociale et démocratique. C'est dans l'optique de faire découvrir ce que cet ouvrage a à dire sur l'actualité d'hier et d'aujourd'hui autour de la question coloniale, du travail, de la démarche conceptuelle et méthodologique, des réalités post-coloniales et des rapports entre science et idéologie que cette table ronde a été conçue. Nous avons un programme assez dense et riche. Chaque intervenant aura 10 minutes pour parler de leurs points. Si le temps nous le permet, nous élargirons à la fin de la rencontre la discussion avec le public pour éventuellement une ou deux questions. Les participants pourront alors poser des questions sur Zoom et nous répondrons à vos questions depuis Facebook. Commençons alors par le volet colonial avec Tassadit Yassine qui a depuis longtemps œuvré pour la réédition de ce livre et qui, comme je le disais, est aussi l'autrice de sa postface et qui a notamment aussi édité ce recueil de textes Esquisses algériennes de Pierre Bourdieu, et Georges Steinmetz qui a édité ce volume Sociology and Empire et qui est l'auteur de The Colonial Origins of Modern Social Thought, French Sociology and the Overseas Empire, à paraître aux presses de l'Université de Princeton. Tassadit, dans un compte rendu du journal Le Monde, daté de 1964 et qui est reproduit dans cette édition, l'historien Pierre Vidal-Naquet définit Travail et travailleurs en Algérie comme étant, sans nul doute, je le cite, l'ouvrage le plus important qui ait été publié sur l'Algérie de ces 10 dernières années.
Pourrais-tu nous dire quel est l'apport de ce livre pour la compréhension de l'Algérie coloniale? Oui, merci. En fait, pour Pierre Vidal-Naquet, bien entendu, il n'a pas lu ce livre seulement comme un livre de sociologie, mais comme un livre qui a une pertinence politique extraordinaire. Pourquoi? Parce que justement, quand il va paraître, c'est juste un an après les accords d'Évian, eh bien, Pierre Bourdieu va donner, si vous voulez, tous les éléments, à la fois évidemment statistiques, sociologiques, et je dirais même des outils pour comprendre la déstructuration de la société algérienne. Et évidemment, Pierre Vidal-Naquet, ayant milité pour l'Algérie, n'avait pas tous ces éléments pour comprendre véritablement ce qui s'était passé en Algérie. Donc c'est un des lecteurs les plus fins de ce travail et j'étais très heureuse de retrouver cet article et qu'il soit présent dans notre édition. Voilà, je dirai plus tard dans mon texte, si tu veux, les raisons de cela. Pourrais-tu nous dire un peu plus de ce que ce livre représente vraiment pour comprendre cette Algérie coloniale? Comment ce livre apporte un nouveau regard sur D'accord. ce monde colonial? Alors je dirais que justement, nous sommes 60 ans après, enfin nous serons 60 ans après l'indépendance de l'Algérie et je dirais que Travail et travailleurs reste d'une grande actualité, surtout actuellement dans l'université française où on parle de la colonisation, de la décolonisation sans vraiment la comprendre complètement et je pense que lire et relire Bourdieu permettrait de comprendre en profondeur le fait colonial. Et je dirais, tu l'as dit tout à l'heure, ce travail n'a pas été connu, sauf par certains spécialistes, en raison justement d'une surdétermination politique pendant l'enquête et après sa parution. Très vite épuisé, il n'a pas été réédité depuis. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça fait près de 20 ans que j'ai couru pour publier ce livre et je suis ravie que ça soit à Raison d'agir et je suis ravie que ça soit maintenant, à cette époque-ci. Pourquoi? Parce que justement, la question coloniale pose encore problème. Alors, je vais te dire très rapidement, tu m'avais dit de dire si je savais des choses qui n'étaient pas connues de Bourdieu. Je ne sais pas si c'est connu ou pas. Justement, en parlant de ce travail avec lui et de cette possibilité de le rééditer. C'est là qu'il m'avait appris que ce travail et les travaux antérieurs devaient être regroupés et faire l'objet d'une thèse. Après en avoir parlé à Aaron, celui-ci lui déconseilla formellement. Il lui dit quoi? Vous allez faire une thèse sur les ouvriers algériens? Il lui dit oui, mais c'est indigne de vous, lui a-t-il répondu. Donc il me dit, quelques temps plus tard, j'ai compris ce qu'était la domination symbolique. Ça, c'est pour Gisèle, pour comprendre l'origine des concepts si elle ne le sait pas. Alors donc, je dirais que dans Travail et travailleur, il s'agissait donc pour lui de comprendre le phénomène colonial. Mais le phénomène colonial, selon ce que m'ont dit d'autres personnes qui l'ont connu à l'époque, en l'occurrence André Nouchy, le phénomène colonial dans la longue durée, c'est-à-dire pendant un siècle et plus. Ce qui va appeler justement comment déconstruire les ruses de la raison coloniale et dans lequel il va tenter d'analyser les effets d'une déstructuration multiforme et la plus perceptible justement étant l'économie, une économie capitaliste importée, imposée par la colonisation et une autre complètement satellisée. Il ne s'agit pas de les étudier séparément, mais en interaction. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point d'important, évidemment, on ne rentre pas dans tous les détails du livre, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, c'est ce qu'il appelle justement comment entendre, comment rendre explicite justement les modes de domination du changement pathologique imposé par l'armée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est justement les déplacements de population. C'est le problème de ce chômage accéléré que va créer la guerre. Et il va justement l'étudier à partir de 54, mais surtout pendant ces enquêtes entre 58 et 61. Il faut donc rappeler que c'est à ce moment-là que la violence en Algérie avait atteint son apogée et que dans les villes, parce qu'avant, il n'y avait pas, enfin, la guerre n'était pas dans les villes. Elle va commencer surtout à partir de 57 et surtout en 58. Donc, c'est vraiment la période à laquelle il va commencer à travailler. Donc, le terrorisme urbain et dans les montagnes, on va assister aussi à des bombardements, y compris par aviation. Bon. Ces deux moments
sont donc intimement liés, car la guerre n'est pour lui que la conséquence de cette désagrégation lente et qu'elle va signer une radicalisation des conflits. Et ça, je veux dire que dans les autres travaux, ça n'a pas été dit comme ça. À partir donc de cette enquête effectuée dans les grandes villes, Amine, vous avez dit l'essentiel, je vais revenir, et dans les camps de déplacés, Bourdieu et son équipe, je passe dessus aussi, va donc essayer de donner une image, et je dirais même une photographie, entre guillemets, et là, il faut comprendre la métaphore, en fait, une photographie d'une société jusque-là coupée du monde et sur laquelle on ne savait pratiquement rien au niveau sociologique. C'est la question à Vidal Naquet. C'est la réponse. Pourquoi? Parce que là aussi, on ne le sait pas. Il faut vraiment mettre tous les éléments en place, parce que les politiques de l'époque avaient tout intérêt à ne rien divulguer sur ce qui se passait dans ce pays. Torture, arrestation, disparition, etc. On ne recevait pas la presse de France, comme par exemple l'Express ou l'Observateur. Derrida disait que quand il allait voir ses copains, eh bien, le meilleur cadeau qu'il pouvait leur faire, c'était leur offrir l'Observateur. Mais sous le manteau, attention. Il suffit aussi de revenir à un exemple connu, mais on ne le cite pas assez, l'existence des camps de regroupement. Il a fallu le rapport de Michel Rocard. Entendons-nous. L'enquête a été clandestine. Et l'acheminement de ce rapport au bureau de Gaulle a été clandestine. Donc, nous sommes, et on va parler des camps de regroupement en 58, ça veut dire 3 ans après, et c'est une fuite qui va permettre donc la divulgation de ce qui se passait en Algérie. Ça, c'est vraiment pour recontextualiser, apporter des éléments extérieurs que souvent on ne rappelle pas. Ce travail donc est avant tout un travail de révélation, un travail de dévoilement, de visibilisation des modèles de domination, objectivés à la fois sur la longue durée, comme dirait André Nouchy, qui est aussi un historien engagé, informateur de Bourdieu, et comme dirait aussi d'autres plus jeunes que nous avons connus plus tard. Alors, donc, et un des quiproquos justement avec Germaine Tillon, c'est que lorsqu'elle va parler de l'Algérie, de la clochardisation, et pour Bourdieu, on ne peut pas faire de l'ethnologie sur les sociétés, par exemple comme sur l'Aurès, sans revenir justement à l'histoire de la colonisation. Voilà. Alors, donc, ces ouvriers, ces journaliers, ces intermittents à qui Bourdieu va rendre la parole, en se faisant lui-même écrivain public, comme il dit, ne viennent pas de nulle part. Ils appartiennent à un univers social et mental doté de structures qui ont permis donc son existence pendant des millénaires. Comment la question, donc, comme la question de la division, par exemple, qui va vraiment qui l'avait en quelque sorte fasciné, lui a semblé très intéressante, c'était justement pour montrer comment l'économie traditionnelle avait sa cohérence et comment le groupe social avait toute sa cohésion, et que pour pouvoir étudier l'économie traditionnelle, il fallait donc ne pas la séparer de la société qui l'a créée et de sa culture. L'économie, pour Bourdieu, en travaillant justement sur cette période, faisant partie d'un tout, et elle ne peut être étudiée isolément, dit-il, d'où donc ces enquêtes sur les repères spatio-temporels. Ceci au niveau donc des structures objectives, en lien avec ces dominations à la fois visibles et feutrées de l'ère coloniale. Maintenant, qu'en est-il de la dimension subjective, ce qu'il appelle mélancolie ou désenchantement, celle que traduisent ces habitus déchirés, peu préparés à la violence de la guerre. Ces derniers, donc, observent dans une grande impuissance leur monde s'effondrer sous leurs yeux. Faute de l'affronter comme ceux qui sont au maquis, ils l'ont intériorisé et incorporé en retournant donc la violence extérieure sur eux-mêmes. Cette violence faite corps, elle est décrite, mais il faut aussi la lire en filigrane. Ces employés faisant mine de rien, faisant comme si de rien n'était, étaient en réalité habités par cette violence politique et économique, comme le décrit si bien Jean Amrouche, qui dit ceci: « Mon corps est un champ de bataille, la guerre n'est plus dehors, elle est dedans. » Il en est donc ainsi des chômeurs, des ouvriers, des intermittents et de toute cette armée de main-d'œuvre dont parle Bourdieu. Cette idée donc se retrouve complètement dans le travail et travailleurs en Algérie, car la violence
est en eux. Elle est inscrite dans leur propre corps, dans leur propre langue. Ils sont donc réduits à rien parce qu'ils sont, parce que précisément ils ne sont rien. Il arrive donc que cette domination se traduise par des métaphores, comme celle du bourricot, animal qui a le statut le plus bas dans le bestiaire kabyle. Un travail d'objectivation permet donc de constater que la domination coloniale est perçue par le colonisé comme une inversion des rapports de genre, masculin-féminin, qui est une véritable inversion du monde et de son sens. Le bas est devenu haut, nous disent-ils. Les hommes deviennent des femmes, et au sein duquel même l'Est, même les points cardinaux ont changé de sens. Donc les éléments dominants de la société colonisée sont ainsi ravalés au rang de femmes, au rang d'homosexuels, la pire des choses qui puisse arriver, et c'est en quelque sorte la fin du monde et de leur monde. Il ne reste plus que le refuge dans le désarroi et la mélancolie qui est si bien décrit. Dans ces contextes donc de dénégation, de déni de la colonisation, on n'en est pas sorti encore, hein, et de la guerre, rendre visible une société justement dans cette situation, c'est-à-dire en contexte de guerre, c'est une manière de la faire exister. Ce n'est pas simplement une recherche académique qui a motivé Bourdieu et son équipe, c'est aussi une manière forte de transgression politique. Comme il l'avait vécu auparavant, en publiant Sociologie de l'Algérie, il a eu des soucis majeurs, surtout à l'université d'Alger, parce que en montrant une sociologie en Algérie, c'est-à-dire une société de l'Algérie, montrait en réalité l'existence d'une société algérienne qui était jusque-là, encore une fois, déniée, qui était encore une fois non reconnue par la puissance coloniale. Voilà en gros ce que j'avais à dire de cette, voilà, cette table ronde Merci beaucoup. aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Tassadit. Merci pour ce portrait de ce que les enquêtes de Bourdieu et qu'il faut rappeler effectivement, comme tu le disais, Travail et travailleurs en Algérie est fondé principalement sur l'enquête emploi et formation professionnelle, mais croissait avec les autres enquêtes que Tout Bourdieu à fait. menait à ce moment-là dans les zones rurales et dans les bidonvilles de l'Algérie. Et merci encore une fois aussi d'avoir œuvré pour que ce livre soit accessible aujourd'hui pour la France et pour les sociétés du Du Sud. Sud, ouais. Georges, euh, tes travaux ont montré comment les colonies étaient l'endroit idéal où les ethnographies étaient menées par des administrateurs, l'armée, des ethnologues, des sociologues. Pourrais-tu nous dire comment se situe l'expérience de travail et travailleurs en Algérie dans le cadre des travaux sociologiques menés en temps coloniaux? Okay, and Amin invited me to speak in English. I hope that's okay with everyone. Yeah, I I think forgot to say that. So, donc, Georges va parler en anglais et puis on reprendra éventuellement en français. I think you'll understand me better than if I spoke French. So it's a great honor to be invited here today. Thank you so much, both to Amin and Tassadit Yassin. I'm very honored. And thank you so much for republishing this super important book. As Amin noted, I've done a lot of research on sociologists who worked in the overseas colonies, both the British and the French and also the Belgians during this post-war period. So it's pretty much exactly the same period when Bourdieu was carrying out his work. And this was the period, as you all know, when European sociology was being really established for the first time, as workers like Johann Heilbronn have shown, as a full-fledged scholarly discipline with research positions and centers and university teaching and so on. But this was also a period, a complex period in colonial history across the globe, both a period of decolonization, but also a period of reoccupation, as British colonial historians have especially shown, a period in which there was military, administrative, and civilian expertise being sent over in bigger numbers than ever before to the colonies in an attempt to ward off the end of colonialism, even as gestures were being made to decolonize. So it's a contradictory period. And
This is the period in which sociologists actually became important actors in colonialism for the first time. They were there earlier, as Raewyn Connell has officially pointed out in her famous article on the pre-World War I period, but it's really immediately after World War II that sociology becomes a real substantial presence in the colonies, with at least 200 full-fledged card-carrying sociologists from these various countries who interacted with one another, both in Algeria and throughout sub-Saharan Africa and North Africa and in Asia. And it turns out that there's about 200 of them, as I mentioned. A large number of these sociologists carried out applied research. And as the excellent introduction to the book points out, this did start out as an applied kind of, or at least within the context of an applied sociology. But others became critics of the colonial administrations for which they were working. The most famous, most militant ones is Frantz Fanon, no doubt, who joined the FLN in 1953 while he was working for a French psychiatric clinic in Algeria. Georges Balondier aligned himself with African intellectuals and anti-colonial leaders, even as he was being paid by the French governmental institutions in Africa to do research, including applied research. And he wrote about the devastating effects of colonialism several years, a decade before Bourdieu entered the scene. Jacques Berck carried out what he called a mutiny at the heart of the colonial system when he was working as a colonial administrator in Morocco for the French. This consisted first of Berck's project for agricultural collectives in Morocco, modeled blending the Soviet-style kolkhoz with the Arabic jemma. After Berck's program for these agricultural collectives was shut down by the French residency in Morocco, he returned to his research and completed his doctoral thesis and got out as quickly as he could, 3 years before Pierre Bourdieu entered North Africa. But this was part of the bigger context as well as the networks that Tassadid Yassin referred to. This was the wider intellectual context, and everyone was reading everyone else. There were conferences in Africa where they met. There were journals in which they published. So I think it's artificial to limit what Bourdieu's context was to the sociological context, as it were. Others attacked the colonial system, and I think Bourdieu fits in here best, although Amin knows this better than I do, using the tools of critical social science. Bourdieu is unique, however, I think, in that his core ideas and theories all emerged, it's turning out, at least in a rough cast form, from these colonial experiences in Algeria. This includes the concepts of habitus and practice, strategy and domination, cultural and symbolic capital, and social fields even. But most interestingly, I think, and this is one aspect of this book that I want to call attention to a little bit, is his approach to reflexivity and epistemology. This took shape in TTA, particularly in the Avant-Propos, which they've republished here, with a very interesting subtitle that I wanted to call your attention to also, which is called Les conditions d'une science décoloniale. That's a word that didn't even exist then, but I think it's a great subtitle that you've added there. This is partly a response, of course, to Michel Leiris's famous essay, Ethnography, l'ethnographe devant le colonialisme from 1950. Bourdieu argues in this Avant-Propos that, quote, statistical data can only be explained if they're interpreted in a way to reclothe the case in meaning. Here he's insisting already on the Bachelardian objectifying break with common sense categories and perceptions via statistics. In this case, the objectification is through statistics, while also arguing for the importance of an interpretive approach to give meaning to these objectified facts. I think this statement is really interesting if it's read together with another article that most of you probably know from his essay in the volume Le Mal de Voir from 1976. And the original title of that essay is Les conditions sociologiques de la production sociologique. But then it includes a subtitle, which is equally interesting, which is Sociologie coloniale et décolonisation de la sociologie. Here's Bourdieu in 1976 calling for decolonizing sociology, just like Berck had done 15 years earlier.
Question de Sociologie, which republished this, unfortunately omitted the subtitle. It's here that Bourdieu develops, I think, a much more compelling response to Léris. So I don't think this book, TTA, represents the end of his epistemological and decolonizing moves, but the first. And I think the one that he does in that essay is the crucial one for you guys republishing this book, because it makes the history of sociology a crucial part of reflexivity in sociology. The historical sources that Bourdieu says we should pay attention to there are the Algiers School of Muslim Sociology, of course. Bourdieu's analysis of the stable Algerian workers, I think, in this book, TTA, is also a really important, interesting origin point for his theory of reflexivity. It's significant that in addition to the sous-proletaire and the unemployed, that he deals with the stably employed Algerian workers. And these workers who have a relatively stable employment are described with some of the same words that Bourdieu uses to delineate his theory of scientific reflexivity. The workers, the travailleurs who have a stable employment are the original reflexive subjects in Bourdieu's analysis. The subproletarians of the unemployed tend to have distinctive views of their superiors at work. I won't go over those because I'm sure others will talk about that. They believe in magic. Often, magic is another topic in the widespread colonial sociology at the time. Berck and others had dealt with the rise of magical views. Ballandier had dealt with new African churches and the way that they engaged with what he called magical views as a response to colonialism. But Bourdieu is onto something really interesting there, but I won't talk about that. So his sociological study, turning to the last part of the book, contains a theory of class consciousness that I think is original. It's different from Marxist theories, and I think it's different even though I agree with Amin's and Tassadit's introduction that there's a lot about precarity here. I think it's also about a different theory of consciousness that comes out of his immersion in phenomenology. And obviously, the phenomenological dissertation that was never completed, doctoral thesis, plays a role here that he's talking about their role, their sense of temporality. Bourdieu was working in a context of dozens of other colonial sociologists at the time then, but this context is sometimes obscured by him himself. So stepping back, we need to do, I think, historical sociology of this book itself. He discusses in Sociologie de l'Algérie, his first book, the ways in which Arab tribes are distinguished by their names and by the, quote, ascendancy that a name confers on the group. This contributes to the accumulation, he says, already in 1958, of a capital of combined prestige and power. There's already the concept of symbolic capital in a nutshell. This recalls, almost paraphrases Jacques Berck's own discussion of tribal names in Morocco as signs, quote, regulated by their own laws. In an article that Bourdieu then refers to in 1980, for having provided him with countless starting points and invaluable points of reference, but you won't find it in his bibliography at the time. You won't find that text about the name as a form of symbolic capital. So I just want to close with a few other connections to the context, and then I'll stop. First is the specificity of the colonial situation. Bourdieu cites Ballandier. I think it's in the second edition of Sociologie de l'Algérie. He only comes up once, but he uses the term. And that term was being used by everyone at the time. And it's so crucial because it differentiated the colonial situation from the metropolitan situation. What exactly the differences were, though, had to be discovered. One of the things that they discovered was the doubling or dualism of colonial social structures and of colonial social subjectivities. And we've already heard Tassadit has spoken about the split habitus notion that develops here, but it's important that Bourdieu refers not just to the American acculturation school, but that there were a whole lot of others, including going back to W.E.B. Du Bois with his notion of divided consciousness at the beginning of the 20th century that this is building on. The third, and I think this is really interesting, is that Bourdieu explicitly labels colonialism as a racist construct. Not that that's surprising to us nowadays, but at the time, others were only starting to argue that the colonial system was based on the rule of difference, as it's now called. And Bourdieu writes that it is the colonial situation, quote, that makes the racist. Fourth is colonialism as crisis.
Ballondier had instructed all of his researchers in Brazzaville to analyze the situation there in terms of the crisis of Africa. And Bourdieu clearly is analyzing Algeria in terms of crisis. Fifth is the historians that Tassadit has referred to. I won't go into that. And then the final point is that, and I think Amin's introduction refers to the sociology of work and how this is a contribution to this subfield. There seem to have been a number of sociological subfields already emerging at this time with a colonial focus, which are erased from the histories of these subfields for the most part. The sociology of labor is one, but also migration, nationalism, religion, urban and rural sociology, and demography. In Algeria and Africa at large, Bourdieu was surrounded by researchers in all of these areas. And the very fact that he called his first book Sociology of Algeria instead of Anthropology resonated with a number of books that had appeared in the years just before him. Books like Sociologie de l'Afrique Noire by Ballondier, or Paul Mercier's Les Tâches de la Sociologie, or Paul Mus, Vietnam's Sociologie d'une guerre. So there was a sociology mode at the time. It was in the air. It was understood as being more radical, more avant-garde than anthropology. And Bourdieu was really taken by that. Bourdieu is no question, I have no question in my mind that he's the most original of all of these thinkers. But it's also important that he arrived at the very end of this period, at the very end of colonial sociology, at its apotheosis, and that he was able to stand on the shoulders of all of these who had gone before. Thank you. Thank you so much, George. Merci beaucoup, Georges, pour ce beau portrait de ce que c'était de entreprendre cette sociologie en travail et travailleurs en Algérie, notamment dans l'espace des positions d'autres sociologies qui étaient mêlées en temps coloniaux, et comment Pierre Bourdieu arrive, à travers ce type de travail, à prendre distance avec différentes formes et façons de penser le monde, notamment donc à travers la question de la science coloniale, à travers la question des approches culturalistes, comme il essaye de les renouveler, effectivement, comme tu disais, qui reprenait l'anthropologie nord-américaine, mais appliquée dans le contexte colonial. Ça faisait en sorte qu'il voyait qu'il y avait une abstraction des relations de domination et des mécanismes politiques qui étaient donc en cause et qui étaient à l'origine des inégalités. Ce n'était pas une question de choc de civilisation. Et puis, c'était formidable aussi de mettre en avant, et je pense que c'est une des questions qui reviendra peut-être plus tard dans la discussion avec Gisèle Sapiro, sa discussion avec Michel Leiris et les discussions qu'il y avait à l'époque entre les rapports entre science et idéologie. Merci beaucoup de ce portrait. Nous allons